Chers collègues, je constate que nous avons quorum. Conséquemment, nous pouvons entreprendre nos travaux. Comme vous le savez, notre commission, la Commission des finances publiques, est aujourd'hui réunie afin d'entreprendre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 92, loi modifiant diverses dispositions, principalement dans le secteur financier. Monsieur le secrétaire, bonjour. Y a-t-il des remplacements ce matin? Oui, Monsieur le Président. Mme Mallette Huntington est remplacée par Mme Bourassa Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Alors, je vous annonce que nous avons l'honneur d'avoir dans la salle l'ancien député du comté de Montmorency, M. Hubert Benoît Descaries, que je salue. Ceci étant dit, nous allons, comme le veut la tradition, débuter nos remarques par... nos interventions par des remarques préliminaires. Monsieur le ministre, vous disposez de 6 minutes pour ce faire. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Et merci au personnel de l'Assemblée nationale. La Commission des finances publiques est une commission extrêmement performante et sérieuse. Les autres commissions sont sérieuses aussi, mais pas aussi. La nôtre est extrêmement performante. Merci aux députés du gouvernement. Merci aux députés de l'opposition. Peut-être, ce qui est très important de dire, c'est que le ministre des Finances et le ministère des Finances est responsable de plusieurs lois du secteur financier et un omnibus financier que nous essayons d'amener au minimum à tous les 2 ans, c'est complexe. Et donc, nous avons plusieurs juristes, fiscalistes de grande qualité avec nous du ministère des Finances, de l'AMF. Et ces gens-là vont être disponibles en tout temps pour les oppositions, parce que c'est très important que tout le débat se fasse avec ouverture et pleine compréhension. Et dans un monde idéal, évidemment, le projet de loi serait adopté avant la fin de la session, mais on va commencer par le commencement. Mais soyez certains que les ressources seront disponibles pour faciliter la compréhension de tous les éléments qui seront étudiés dans cet omnibus. Ce projet de loi dispose de diverses mesures, dont voici quelques exemples. Il propose une réforme du modèle des chambres en distribution de produits et services financiers qui ouvre la voie à une plus grande harmonisation pan-canadienne et répond à des demandes de longue date de l'industrie. Il propose un élargissement de la couverture du Fonds d'indemnisation des services financiers, confirmant l'engagement du Québec à offrir aux citoyens la meilleure protection qui soit en matière de fraude commise par les acteurs des produits et services financiers. Il propose de donner à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier la possibilité de refuser l'octroi, le maintien d'un permis à une personne qui, à son avis, n'a pas ou n'a plus la probité nécessaire pour œuvrer dans ce secteur, répliquant un pouvoir similaire dont dispose l'Autorité des marchés financiers. Ces mesures, une fois cumulées, permettront de garder nos lois à jour, comme je me suis engagé à le faire. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les acteurs qui ont pris le temps de communiquer avec le ministère des Finances afin de proposer des pistes d'amélioration inspirées par leur expérience pratique. Leur contribution se reflète dans la qualité de ce projet de loi. Je reviens maintenant de manière plus spécifique sur le mandat que la Commission entreprend à l'instant. Je remercie à l'avance les intervenants que la Commission entendra ou lira s'ils ont uniquement soumis un mémoire pour le temps qu'ils auront consacré au présent projet de loi. J'ai lu plusieurs mémoires en fin de semaine, Monsieur le Président. Je les invite, comme j'invite mes collègues parlementaires, à faire porter l'essentiel de leurs commentaires et nos échanges sur les mesures qui sont proposées. Cela dit, je m'engage de mon côté à les écouter avec ouverture afin de faire en sorte que ce projet de loi important qui est devant nous soit ultimement adopté dans sa meilleure version possible et dans l'intérêt supérieur du Québec et de la protection des Québécois. Je rappelle par ailleurs à toutes les personnes intéressées que le ministère des Finances demeure à leur écoute. N'hésitez pas à nous interpeller en prévision des projets de loi futurs, car je sais qu'il y a d'autres ajustements qui auraient pu être ajoutés à ceux que nous proposons dans ce projet de loi.
Ça, c'est une critique que nous avons reçue, M. le Président. On nous dit félicitations, très bon projet de loi, mais pourriez-vous en faire plus? Il y aura d'autres omnibus financiers, M. le Président. Pour le moment, je vous retourne simplement la parole, M. le Président, afin que nous puissions, sans tarder, débuter nos travaux. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. le ministre. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, vous disposez d'environ 4 minutes 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. J'apprécie l'ouverture du ministre pour l'ensemble de notre questionnement futur qui va avoir lieu parce qu'évidemment, avec une fusion de la Chambre d'assurance de dommages, de la sécurité financière en une seule Chambre de l'assurance, évidemment, il va y avoir des questions là-dessus. C'est certain que, ce qu'on veut, c'est optimiser l'efficacité dans l'appareil gouvernemental. Est-ce que le dédoublement des activités va vraiment avoir été optimisé? Ça va être à voir. Le second point important, je pense, c'est qu'évidemment, il y a un nombre pour le fonds d'indemnisation. Il va y avoir un nombre additionnel de personnes qui va y cotiser. On va vouloir comprendre les ramifications et le pourquoi. Évidemment, le rehaussement des peines de fraude, augmentation des montants de pénalité, tout ça. Je veux savoir comment on encadre ça vraiment pour être capable de bien être clair, pour que ça soit transparent pour tous les gens qui vont être impliqués par ça. Plus de souplesse de la part de l'AMF pour les assureurs de dommages, bien oui, évidemment, ça, je pense que c'est normal. On pourra regarder voir si vraiment l'objectif est atteint. Mais la dernière modification, évidemment, significative, c'est l'encadrement du courtiage immobilier. On va avoir des questions sur ça, c'est certain, surtout en ce qui a trait à la définition même ou à la clarté, en fait, de la probité. Donc, pour moi, ça va être important qu'on puisse aller dans ce sens-là. Puis, bien, c'est ça, on va avoir pas mal de questions. Je suis content d'avoir les gens qui sont devant nous aujourd'hui, qui vont passer devant nous. On pourra leur poser plusieurs questions et en espérant qu'on va être capable d'avoir réponse à ceux-là pour que tous ici et le Québec dans son entier puissent être plus clairs par rapport à ça. Merci, M. le Président. Merci à vous, chers collègues. Alors, cet avant-midi, nous aurons la chance de recevoir 4 groupes dans le cadre de 3 interventions et nous débutons ce matin, ce qui est assez rare, par un duo représenté par la Chambre de l'assurance de dommages ainsi que la Chambre de la sécurité financière. Alors, messieurs, soyez les bienvenus. Vous savez que vous disposez d'une période de 10 minutes afin de faire votre présentation. Auriez-vous peut-être d'abord l'amabilité de vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Ted Harmon, courtier en assurance de dommages et je suis le président de la CA de la Chambre de l'assurance de dommages. Bonjour, Marc Baudouin. Je suis le PDG de la Chambre d'assurance de dommages. Bonjour, Jean-Philippe Vézina, président du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Eddie Lescuta, président du comité de gouvernance de la Chambre de sécurité financière. Nous vous écoutons, messieurs. Monsieur le Président, merci aux membres de la Commission de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'étude du projet de loi 92. Mon nom est Ted Harmon, je suis courtier en assurance de dommages et je suis président du CA de la Chambre de l'assurance de dommages. Je suis accompagné de Marc Baudouin, PDG de la CHAD. J'œuvre dans le secteur de l'assurance de dommages depuis plus de 40 ans. J'ai été officier d'un des plus importants assureurs québécois, soit le Groupe Commerce. Je connais le secteur et je connais bien les enjeux. La technique s'en occupe. Oui, merci. Veuillez poursuivre, monsieur. Depuis 36 ans, la Chambre trouve ses assises juridiques dans une loi. Nos collègues à la CSF sont issus des mêmes articles de la loi sur les distributions et des produits et services financiers que la Chambre de l'assurance de dommages. Au fil des ans, la Chambre a accumulé des connaissances, des compétences et toute une jurisprudence pour soutenir notre seule mission, soit la protection du public en matière d'assurance de dommages. Je suis très surpris de constater que le projet de loi 92 propose de remplacer un organisme public comme la Chambre par un OBNL privé dépendant de l'AMF. Ce n'est pas simplement une fusion administrative avec la Chambre de la sécurité financière. D'ailleurs, le problème n'est pas la fusion. Le problème, c'est qu'on demande aux députés d'adopter un projet de loi qui réduit la protection du public dans un domaine qui touche tout le monde, comme l'assurance de dommages, et qui représente annuellement plus de 17 milliards de dollars en primes d'assurance.
Le consommateur qui verse ses primes, c'est lui le grand perdant dans toute cette opération. Il perd la transparence qui vient avec le comité de discipline et la loi sur l'accès à l'information. Il perd l'accès à un syndic en cas de problème avec un professionnel. Le projet de loi propose à nos deux organismes de se fusionner. Il nous enlève nos pouvoirs les plus importants pour encadrer la profession et il nous propose de s'entendre plus tard sur la matière dont on va encadrer les professionnels. En gros, le projet de loi annonce une réforme, mais il ne propose pas une réforme. Peut-être que l'intention est bonne, mais c'est une réforme qui n'est pas bien planifiée et on sait bien ce qui arrive avec les réformes quand elles ne sont pas bien planifiées. Je pose la question aux parlementaires aujourd'hui, pourquoi ne pas s'entendre d'abord sur la manière dont nous allons faire cette réforme, puis adopter le projet de loi pour la mettre en œuvre? Pourquoi adopter une loi en espérant que tout se passe bien plutôt que de s'assurer que tout se passe bien avant d'adopter la loi? Il existe une seule façon de bien protéger le public, ça prend un organisme public mandaté par une loi, soit en créant un ordre professionnel ou en créant un organisme d'autoréglementation, comme nous l'avons déjà. La mission, les fonctions et les pouvoirs de la Chambre, du syndic et du comité de discipline doivent demeurer dans la loi. C'est la seule manière de s'assurer une protection du public équivalente à ce que nous avons aujourd'hui. Toute autre proposition constitue un recul en matière de protection du public. L'importante réforme que constitue le projet de loi 92 nous apparaît précipitée. Elle a été mise de l'avant sans consultation de la Chambre ni de nos collègues de la CSF, ainsi que d'autres parties prenantes touchées. Pour maximiser les bénéfices de cette réforme, il faut impliquer les professionnels de l'assurance, les organismes de réglementation et les représentants du public. Sinon, cela revient à demander aux parlementaires de voter un chèque en blanc quant à la protection du public. Et le Québec va devenir la seule juridiction canadienne où les professionnels de l'assurance de dommages ne sont plus encadrés par une loi. Merci de votre écoute et au plaisir de poursuivre la discussion avec vous après la présentation de mon collègue de la Chambre de sécurité financière. Monsieur le Président, Jean-Philippe Vézina, président du Conseil d'administration de la Chambre de sécurité financière. Je suis accompagné de M. Eddie Lescuta, président du comité de gouvernance, mais aussi administrateur indépendant. La CSF encadre 34 000 conseillers de 5 professions. Elle gère un système de formation continue reconnu comme l'un des meilleurs au Canada. Elle veille à la déontologie et administre tout le continuum plainte, enquête, discipline. Ce que je veux d'abord dire à cette commission, c'est que le sujet dont il est question est déterminant pour des millions de Québécois qui comptent sur nous pour préparer leur retraite, pour réaliser des rêves, pour protéger ceux qu'ils aiment. Le gouvernement peut réformer l'encadrement de la distribution des services financiers et on lui offre toute notre collaboration. Mais le projet de loi 92, dans son état actuel, ne contient pas les ingrédients d'une réforme réussie. Actuellement, on a un système qui a fait ses preuves, qui est crédible et qui est 100% autofinancé. Si on veut le réformer, il faut procéder avec soin. Le cœur de la réforme, c'est le déplacement de près de 22 000 conseillers en épargne collective de la CSF vers l'OCRI. Tout le reste découle de ce choix. Le gouvernement s'est montré sensible aux arguments des grandes institutions financières. Pour ces institutions, le projet de loi 92 amène plus de simplicité. Mais pour permettre plus de simplicité à un endroit, on ajoute de la confusion pour les consommateurs et beaucoup de complications pour les conseillers multidisciplinaires. Sur les 22 000 représentants transférés à l'OCRI, il y en a 6 500 qui sont à la fois conseillers en épargne collective, planificateurs financiers ou conseillers en assurance collective. Pour ceux-là, la vie va devenir plus compliquée parce qu'ils vont devoir évoluer dans un système avec plusieurs entités, l'OCRI, la CSF, l'AMF. En conséquence, plusieurs vont se spécialiser, faisant diminuer l'offre de services, surtout en région. Les conseillers multidisciplinaires servent plus de 2 millions de clients. Il y a une autre conséquence. Actuellement, la CSF a la masse critique pour développer une offre impressionnante de formation continue sur tous les enjeux éthiques, économiques, technologiques, sociaux,
culturels liés aux services financiers. C'est un système de formation qui a inspiré plusieurs ordres professionnels et régulateurs au Canada. En déplaçant 22 000 membres et 40 % des revenus, ce modèle de formation s'écroule. La réforme crée un nouvel organisme, la Chambre de l'assurance, issue de la fusion des deux chambres actuelles. Cette nouvelle chambre sera un OBNL privé extérieur à la loi sur la distribution des produits et services financiers. Ce faisant, on déstructure le système de plainte, d'enquête et de discipline. Plusieurs aspects ont été insuffisamment évalués en matière de protection du public. Il y a une brèche qui nous inquiète. Enfin, sur la fusion elle-même entre les deux chambres, le gouvernement réunit des métiers très différents. L'assurance de personnes qui répond à une planification et l'assurance dommages qui est la protection des biens. Le nouvel organisme sera forcément complexe avec potentiellement 2 divisions et des économies limitées. Le projet de loi prévoit par ailleurs des délais peu réalistes, 9 mois pour compléter l'intégration, alors que l'OCRI mettra 4 ans pour compléter la sienne après plusieurs consultations. Le projet de loi 92 comporte des éléments intéressants, nous les mentionnons dans notre mémoire. Le gouvernement peut amorcer sa réforme, mais nous recommandons fortement de suspendre l'application des articles touchant la CSF avec la fusion de la CHAD, le temps de bien préparer la réforme souhaitée et de s'assurer qu'il n'y aura aucune faille dans la protection du public. Monsieur le Président, je terminerai sur un commentaire personnel. J'ai 32 ans, je suis un passionné de la planification financière. J'ai pris la relève de mon père. Je dirige aujourd'hui une équipe multidisciplinaire de 13 personnes. Je crois au développement des conseillers, j'enseigne moi-même à l'université. L'industrie est plus complexe que jamais à cause des nouveaux produits financiers, de nouveaux enjeux comme la cybercriminalité, le vieillissement d'une population de plus en plus diversifiée. Le défi de formation est constant. Le projet de loi vient désorganiser quelque chose qui marche bien. Par respect pour les consommateurs, pour les experts, les professionnels de notre industrie et la relève, avant de procéder, soyons sûrs de notre coût. Merci. Nous sommes maintenant prêts pour répondre à vos questions. Alors, messieurs, merci pour votre respect du temps. Ceci étant dit, je cède la parole à Monsieur le ministre des Finances. Votre groupe parlementaire dispose de 16 minutes 30. Pouvez-vous me donner l'information complète sur la répartition du temps? 16h30 pour votre groupe parlementaire et, attendez, je l'avais sous les yeux il y a quelques instants, un peu moins pour l'opposition. Donc, ben non, oui, 12 minutes 23 secondes pour l'opposition. Et je sais qu'on ne peut pas souligner l'absence de collègues, mais supposons que des collègues étaient absents, qu'en serait-il de leur temps? Ben, on verra. On traversera la rivière une fois rendu au pont. Puis on est très, très loin du pont, Monsieur le ministre. Alors, faites vos 16 minutes 30, puis je m'occuperai très volontiers du reste. Non, mais vous pourrez même partager votre temps avec vos collègues. Il y a beaucoup de gens ici là, qui veulent comprendre le mode d'opération. Absolument. Je lis ça dans les yeux des gens qui sont devant moi. Bon. Alors, merci énormément pour votre présentation, votre présence. Et les mémoires qui ont été soumis, analysés, et je sais qu'il y a eu plusieurs discussions avec le ministère. Alors, ce serait peut-être ma première question générale, et je ne sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce que vous voulez répondre 2 fois? Mais est-ce que vous êtes... Est-ce que le ministère a répondu à vos interrogations? Parce que quand même, il y a plusieurs affirmations qui sont faites. Nous, notre objectif, c'est évidemment un modèle qui est plus robuste, d'augmenter la protection des Québécois. Les règles de transition, on fait un effort pour donner une ligne du temps qui est claire, pour réduire l'incertitude. Puis la mission de la protection du public, c'est évidemment non négociable. Et puis on a une grande confiance en la loi sur le système financier et l'AMF. Et donc, et puis, il faut être conscient aussi que ce sujet-là, le sujet des chambres, évidemment, il précède mon arrivée au ministère des Finances.
C'est un sujet qui avait été étudié par mon prédécesseur, qui favorisait une autre solution, c'est-à-dire l'abolition des chambres. Et nous, on propose une fusion avec une supervision accrue de l'AMF. Alors, ma question est générale. Est-ce que le ministère a bien collaboré avec vous? Avez-vous été entendu? Avez-vous été rassuré? Est-ce que vos interactions vous ont amené à revoir certaines de vos positions? Je vais commencer, puis je vais laisser par la suite l'achat de pouvoir répondre à la question. Juste dire qu'avant le projet de loi, la CSF n'a jamais été consultée en lien avec ce projet de loi-là. Depuis le dépôt du projet de loi, bien oui, on a eu des échanges avec le ministère, c'est vrai, et l'AMF pour des questions qu'on avait, qu'on trouvait qu'il y avait des brèches importantes. Mais je dois vous avouer qu'on n'a pas été rassurés, puis on a encore une fois des réponses qui sont incomplètes en lien avec les brèches qu'on peut voir dans le projet de loi. Je sais pas si tu voulais... Pareillement, pour la Chambre d'assurance de dommages, là, les délais n'ont pas permis d'aller suffisamment au fond des choses. C'est un peu ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Oui, il y a des mesures transitoires qui vont s'appliquer, qui sont les mesures actuelles, grosso modo. Après les mesures transitoires, quelles seront les règles qui seront mises en place? Ça, on ne les connaît pas. Elles seront à être déterminées dans 9 mois, 10 mois, 20 mois, 36 mois, on ne le sait pas encore. Et c'est ces règles-là qui vont avoir de l'impact sur les citoyens du Québec et la protection du public. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, grosso modo, c'est de dire, on peut-tu attendre, avoir ces réflexions-là et ces discussions-là, parce que les 3-4 semaines entre le dépôt du projet de loi et la date d'aujourd'hui ne nous a pas permis d'aller au fond des choses et ne nous a pas permis non plus d'obtenir les fondements. Pourquoi est-ce qu'on cherche à changer un système qui fonctionne depuis 36 ans sur le modèle actuel, qui est connu des citoyens du Québec, qui est connu des certifiés de l'industrie, qui est connu des organisations et pour lesquels on ne reçoit pas de demande de modification actuellement? Oui, mais l'industrie évolue, là. Vous êtes conscient là, qu'au niveau canadien, la réglementation évolue, là. On comprend que ça évolue, mais justement, si on parle, par exemple, du premier volet, là, de transférer les conseillers en épargne collective vers l'OCRI, bien, on ne voit pas en quoi que la formation continue pour la protection du public, elle évolue dans un sens positif. Nous, on remet des questions sur le point. La formation continue, on le sait, c'est complètement différent. On s'en va vers un organisme qui n'est pas habitué à l'épargne collective, qui est habitué à la valeur mobilière. La CSF, ça fait 25 ans qu'on est là-dedans. Si on prend le nombre de formations continues qu'on regarde depuis les dernières années, on a passé de 2 000 à 44 000 de formations. Fait qu'au Québec, on le sait, on a des enjeux qui sont très spécifiques. Fait que je ne vois pas en quoi qu'harmoniser pour le Canada et peut-être créer une désharmonisation au Québec, c'est vraiment de quoi d'intéressant. OK, mais l'OCRI et l'AMF ont des compétences aussi, là. Vous reconnaissez ça, là? Oui. OK. Mais je dis juste, mon seul point, c'est qu'on a un système qui fonctionne aujourd'hui, depuis 25 ans. Puis là, avec le projet de loi actuellement, c'est pour ça qu'on demande d'avoir du temps de revoir, justement, d'être sûr que qu'est-ce qu'on va faire va être le meilleur pour la protection du public. Parce que présentement, ça va vers une page blanche si on prend le projet de loi actuel. OK. Bien, moi, pour le temps, là, je rappelle que ce sujet-là est discuté depuis 2018, OK? Qu'il y a une évolution au niveau de l'épargne collective au niveau pan-canadien, et le Québec fait partie du Canada. L'OCRI est un organisme d'autoréglementation reconnu par l'AMF. Et donc, nous, on est extrêmement ouverts à vous écouter. Puis, quant aux consultations pré-projet de loi, bien, c'est-à-dire qu'il y a un processus, là. C'est-à-dire que nous, on a des réflexions à l'interne avec l'AMF, on a divers acteurs de l'industrie, puis on a plusieurs lois
qui doivent être modernisés. Et après ça, on divulgue ça publiquement. Et maintenant, bien, c'est le moment. Vous avez déposé un mémoire, il y a des consultations particulières, il y aura des débats avec mes collègues. Et nous, ultimement, ce qu'on veut, c'est un modèle plus robuste, une meilleure protection des épargnants, puis les règles de transition. Bien, on a clarifié une espèce de ligne du temps pour réduire l'incertitude. Mais c'est donc maintenant, là. C'est-à-dire que tout le monde doit être concentré pour faire le meilleur projet de loi possible maintenant. On ne pourra pas remettre ça dans 4 ans ou... je pense que l'exercice de 2018 ne s'est pas complété au niveau des chambres pour diverses raisons. J'étais pas là. Et le contexte a bien évolué maintenant. Mais l'objectif, c'est d'adopter un projet de loi qui va être dans l'intérêt supérieur du Québec. Donc, c'est maintenant que tous vos points doivent être considérés, analysés. Puis je vous remercie parce que les mémoires sont claires. Je dirais à la lecture de vos mémoires que, grosso modo, vous n'êtes pas favorable à la fusion. Et ça, je dois vous avouer que je suis très surpris. Je suis très surpris parce que l'autre proposition, c'était l'abolition pure et simple. C'est ça le modèle qui a été proposé en 2018. Or, nous, on veut travailler avec les gens en place. L'expertise en assurance, elle existe. On la reconnaît. On veut la fusionner. Et donc, on élimine un organisme. On en a 2, on passe à 1. Et en même temps, on reconnaît l'évolution au niveau des fonds mutuels, l'épargne collective, qui a lieu au niveau canadien. Alors, il y a le contexte avec l'OCRI, qui est la fusion de 2 organismes d'autoréglementation pan-canadiens. Et puis, il y a toute la question, les exigences des citoyens qui nous demandent efficience, productivité, et pourquoi 2 chambres, 2 directions, 2 conseils d'administration, alors qu'il y a des points communs au niveau de la gouvernance, l'expertise, la formation. Puis nous, on pense que le regroupement avec la supervision de l'AMF, parce que l'expertise va rester au niveau de la Chambre, mais l'AMF va amener une protection supplémentaire qui est positive. Alors, moi, ce que je vous encouragerais, c'est de collaborer puis d'aller dans les détails du projet de loi avec nous pour qu'on fasse un projet de loi de grande qualité maintenant, d'aller au-delà de la simple opposition. Monsieur le Président, en fait, dans notre mémoire, dans mon allocution dès le départ, on est en collaboration pour le projet de loi, comme on a mentionné dans notre mémoire. Il y a certains aspects qui touchent principalement la CSF, la CHAD, que justement, nous, on remet en question parce qu'on n'a pas de consultation, puis on trouve que le 9 mois de fusion, c'est beaucoup trop court. Que justement, il va y avoir un impact pour la protection du public, pour les conseillers. C'est surtout ça qu'on demande. C'est de prendre le temps de s'assurer qu'on fait ces bonnes choses pour la protection du public. Merci. Monsieur le ministre, il vous reste 5 minutes 30. Oui, puis, Monsieur le Président, comme on va passer plusieurs heures ensemble puis qu'on a des invités qui sont là, ce serait-il possible que je sois assis d'une manière que je les regarde? Parce que là, je regarde vers un mur et j'ai des gens extrêmement compétents qui sont venus témoigner ici, là. Fait que peut-être j'irai m'asseoir là. Vous serez le bienvenu, Monsieur le ministre. On sera un à côté de l'autre. Parfait. Parce que là, je trouve ça particulier. J'ai des gens qui me parlent là. Puis, je m'en réjouis à l'avance, Monsieur le ministre. Vous savez, bon, j'allais faire un commentaire non pertinent, alors je ne le ferai pas. Non, mais c'est parce que quelqu'un te parle puis tu regardes dans l'autre sens, c'est pas favorable à la discussion. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que, bien sûr, c'est un omnibus.
Fait qu'il il y en a, on veut augmenter la protection au niveau du courtage immobilier, au niveau de la protection en cas de fraude. Mais vous, ce matin, vous êtes ici pour les chambres. Et là, moi, je vous demande la collaboration au niveau de la fusion des chambres. Je vous demande j'ai posé énormément de questions à l'AMF et au ministère des Finances sur la transition. Parce qu'on peut avoir la meilleure loi et la meilleure réforme si la transition ne se fait pas de manière harmonieuse où tout le monde travaille ensemble pour qu'on ait une chambre de l'assurance qui est performante au bénéfice de la protection des Québécois et de l'intérêt des Québécois. C'est-à-dire que si les gens ne collaborent pas dans la transition, ça va être un accouchement difficile. Alors moi, j'ai posé énormément de questions. Est-ce que tout ça peut être fait en un mois? Est-ce qu'on sait exactement où on veut aller puis comment on veut procéder? Et j'ai posé des questions là-dessus pas plus tard que hier soir. Et pas plus tard que ce matin, j'ai révisé les règles de transition. Alors, qu'est-ce qui vous agace dans la transition, dans la façon dont elle est proposée, au-delà du fondamental que vous vous opposez à la fusion? Monsieur le Président, je laisserai la parole à M. Eddie Lescuta, qui a une expérience en fusion, une grande expérience en fusion, étant associé directeur de plusieurs cabinets. Merci. Alors, justement, sur la fusion, si on regarde simplement cet aspect-là, premièrement, on a mentionné que l'OCRI, ça a pris 4 ans. On ne veut pas prendre 4 ans. Mais si on veut aller avec la fusion, il y a des choses qu'on peut faire qui sont, je pense, un peu mieux planifiées. Typiquement, dans la fusion, on annonce la fusion et on prend le temps de se préparer à une date ultérieure. On arrive à la fusion. Et entre-temps, on peut nommer le nouvel PDG, on peut nommer le nouveau président du conseil, on peut nommer les comités de transition, mais donnons-leur le temps de s'asseoir et planifier, de commencer avec un organigramme, que les gens sachent où ils s'en vont. Donnez-nous le temps de planifier sur quel système financier qu'on va choisir, sur quel système des ressources humaines qu'on va choisir, les règles internes, etc., pour qu'on puisse planifier sans nuire aux opérations jour à jour. La façon c'est proposé présentement, quand on va mettre les deux chambres ensemble la même journée, ils vont travailler ensemble, mais effectivement, ils vont être en train d'essayer de faire la fusion en même temps. On préfère que les deux chambres continuent, court terme, de fonctionner, et quand que ce sera planifié, on pourra les fusionner. Ça, c'est un point. Deuxième point, financièrement, on est autofinancé. Et présentement, le CSF, on a 9-10 millions de surplus. Ce surplus-là représente l'équivalent de 9 mois d'opération. Ces 9 mois d'opération-là, ça peut passer vite parce qu'on va avoir une réduction de revenus avec le transfert à l'OCRI d'à peu près 6,4 millions. Et même à moyen terme, avec la réduction des coûts variables, etc., on peut avoir 2,5 millions, peut-être même 3 millions de pertes. Quand on commence avec 9 millions de surplus et on prévoit des pertes, ça va aller vite. Et nous, on est un OAR, on n'a pas les moyens d'aller dans le négatif, on ne peut pas aller à la banque pour se faire financer. Alors, il y a tellement de questions sur l'opérationnel de comment ça va fonctionner. On demande simplement, donnez-nous le temps de bien planifier pour qu'on puisse s'en sortir sans que ça vienne déranger les opérations des deux chambres et qu'on mette à risque le public parce qu'ils sont distraits en train d'essayer de faire la fusion. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, ou M. Vézina. Oui, monsieur, je vous en prie. Intervention, je n'ai pas besoin de mon 30 secondes. Oui, peut-être juste en 30 secondes, un des éléments, c'est peut-être pas nécessairement la transition, c'est ce qui va se passer après la transition. Comment on harmonise les règles entre les deux organisations alors que ce n'est pas déterminé à l'avance? Actuellement, la CSF a 30 unités de formation continue, la Chambre a 20 unités de formation continue.
Là, on se dit, on décidera dans 1 an et demi, dans 2 ans, ça sera quoi le modèle? Très bien. Puis ça crée des incertitudes. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir poursuivre ces échanges, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. J'ai combien de temps? 14h30. 14h30, merci. Bon, bien écoutez, merci là, à vous d'être ici. Je pense qu'en entrée de jeu, je vous écoutais en tout début, puis vous parliez de la réduction, de la protection du consommateur. Comment? Comment ça se fait que la protection va être réduite si on va de l'avant, selon vous? Non, mais c'est parce que, tout d'abord, notre seule mission ici, c'est la protection du public. Ouais. C'est reconnu dans la loi que notre seule mission, c'est la protection du public. On veut enlever les 2 chambres de la loi. On veut créer une OBNL qui, lui, va avoir ses propres règles, mais ça va être une entreprise privée qui, lui, va être assujettie à d'autres règles. Donc, tout d'abord, juste en faisant l'extraction des 2 chambres de la loi sur la distribution des produits et services financiers, ça enlève les protections qui sont inhérentes à les articles de loi, soit la création du comité de discipline et les 2 bureaux de syndic qui existent depuis 25 ans maintenant. Donc, est-ce qu'il va y avoir un bureau de syndic après? Ça, là, c'est pas défini nulle part dans le projet de loi. Ça va être à négocier après. Il y a déjà toute une jurisprudence qui a été bâtie et reconnue par les cours du Québec en matière d'assurance de dommages et dans la sécurité des épargnants, des Québécois et Québécoises. Je vous entends. Fait que si je comprends ce que vous me dites, là, okay, c'est que pour vous, ce qui compte, c'est qu'il y a un plan de match, à savoir au niveau de la protection, par exemple, du consommateur et d'autres éléments que messieurs ici ont amené, qui n'a pas été encore délibéré. Est-ce pas ça un peu le concept en tant que tel de 9 mois de fusion, justement de passer au travers de ça? Puis je rajoute à ça, l'AMF, je vais juste faire l'avocat du diable pour avoir une conversation avec vous pour voir peut-être s'il y a une faiblesse dans ce raisonnement-là, parce que c'est la position du gouvernement. Moi, je veux juste comprendre, parce que c'est ça l'argumentaire, si selon vous, c'est faible ou c'est solide comme argument. La faiblesse de cet argument, c'est de dire on va prendre ce qui est bien structuré, qui fonctionne très bien, et on va se diriger vers un peut-être. Peut-être que ça va bien fonctionner, peut-être que ça va être bien encadré. On n'a aucune idée, là. Ça fait seulement que 5 semaines que nous avons pris connaissance du projet de loi du ministre, et nous sommes, depuis ce moment-là, les 2 chambres n'ont pas de problème avec la notion de fusionner les 2 chambres. Mais il ne reste pas moins qu'il va y avoir 2 publics très divergents à l'intérieur de la Chambre. Il va y avoir assurance de dommages et il va y avoir assurance vie et assurance collective. Ces deux publics qui sont très divergents. Moi, je dirige un cabinet avec 25 professionnels. J'ai un professionnel dans l'assurance vie et l'assurance collective et j'en ai 24 qui œuvrent dans le secteur de l'assurance de dommages. Donc, moi, je vois ça comme il va y avoir une division assurance de dommages à l'intérieur de la Chambre et il va y avoir une division assurance vie à l'intérieur de la Chambre. Donc, à toute fin pratique, ce qu'on est en train de dire, on veut changer les structures qui existent aujourd'hui pour avoir une seule CA et un seul PDG. De mon point de vue, c'est pas trop gagnant comme stratégie. Parce que l'argumentaire, évidemment, c'est que l'AMF aura un rôle de supervision, grosso modo, dans ça. Selon vous, cet argument-là, c'est pas bon, l'AMF? L'AMF a déjà un rôle de supervision des chambres. Nous passons des audits aux 3 ans. Par ailleurs, nous avons eu des audits annuels avec l'AMF pendant 3 ans, où est-ce qu'ils ont fait des secteurs spécifiques chaque année pendant 3 ans. Et là nous sommes sur un régime des audits aux 3 ans. Mais tout ce processus, ils nous inspectent, ils nous donnent leurs commentaires, nous, on répond à leurs commentaires et on met en place tangiblement des changements à nos procédures et notre façon de faire pour cadrer aux problèmes qu'ils ont soulignés. Donc, nous sommes déjà surveillés par l'AMF.
mais on n'est pas sous le contrôle de l'AMF. Et ça, c'est un autre point que j'aimerais juste soulever, là. C'est quand même pas négligeable, là. Les deux conseils d'administration ont chacun bâti une gouvernance qui est quand même assez robuste. Là, ce qu'on va faire, c'est que toute cette gouvernance qui a été construite au fil des ans va être mise de côté et nous allons devoir créer une nouvelle gouvernance basée sur ce qui va être négocié avec l'AMF dans une autre BNL privée, plutôt que d'avoir la gouvernance qui est déjà reconnue comme une gouvernance exceptionnelle. Je me suis fait dire par les dirigeants de l'autorité que nous faisons un très bon job à ce sujet-là. Donc, je ne comprends pas la fondée de dire nous allons tout jeter ça pour changer vers une autre forme ou est-ce qu'il n'a pas fait aucune preuve, là? Je vais prendre le rôle de l'avocat du diable. Je ne veux pas décrire le ministre ainsi. Ce n'est pas mon objectif de faire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est plutôt... un compliment. Mais ce que je veux dire plutôt par ça, c'est... l'industrie évolue. On le voit dans le reste du Canada, on le voit à travers le monde. En fait, l'industrie évolue. Donc, prendre l'occasion actuelle qui est offerte par ce projet de loi-là pour justement regarder les meilleures pratiques de gouvernance dans les deux, les associer ensemble, ça, c'est pas quelque chose que vous voyez qui pourrait être constructif pour l'avenir? Parce que tantôt, je vous écoutais, monsieur, vous me parliez du fait que le réflexe de vos membres va être de laisser faire la vente de 2 ou 3 autres produits pour se concentrer sur un. Ça veut dire une réduction de revenus pour eux, ça, non? Bien, en fait, le point que je trouve qui est vraiment important quand on parle de protection du public, je crois fermement à la multidisciplinarité. Je crois que quand on fait de la planification, quand on rencontre les gens, on le sait, $1 peut être investi une seule fois, $1 peut être dépensé une seule fois. Donc, je crois qu'au Québec, une de nos grandes forces, c'est la multidisciplinarité, que justement, on a des gens qui ont plusieurs disciplines. Si d'un matin, on est rendu dans une nouvelle industrie où est-ce qu'il y a 6500 conseillers en épargne collective qui sont rendus rattachés à l'OCRI, bien là, il va y avoir 2 cotisations, la formation différente à suivre, et ça peut être quand même assez complexe pour monsieur, madame, tout le monde, les consommateurs, de savoir, bien là, si je veux faire une plainte, si je m'approche à l'OCRI, à la CSF, à l'AMF, à la Nouvelle Chambre. Fait que c'est là qu'on voit qu'il y a un enjeu quand même assez important. Puis si on ajoute de la complexité pour les conseillers, bien, je pense que justement, il pourrait peut-être avoir des gens qui vont décider d'abandonner certains permis et donc avoir un impact sur tous les gens en région. Dans le reste du Canada, il y a un organisme central, l'équivalent de l'AMF, qui s'occupe de faire les vérifications en déontologie puis les suivis des plaintes. Est-ce que vous avez vu, dans le reste du Canada, j'imagine que vous avez fait des comparaisons là, pour regarder la situation au Québec puis le reste du Canada. Est-ce que par volume d'affaires, est-ce que ça se trouve à être plus efficace, moins efficace, plus de plaintes, moins de plaintes, plus facilement des réglementations ou pas? Est-ce que vous avez fait ces analyses-là? Bien, c'est une bonne question parce que, en fait, je pense que justement, c'est le point qu'on apporte aujourd'hui, de venir dire, est-ce qu'on peut se poser toutes les bonnes questions en amont, planifier correctement le projet pour, par la suite, réaliser le projet. Tout à l'heure, vous parliez de la protection du public. Un des éléments qui va changer drastiquement, c'est qu'on part d'un modèle actuellement. Nous, on reçoit des demandes d'enquête des citoyens du Québec. Okay? Quand quelqu'un n'est pas satisfait, on reçoit une demande d'enquête d'un citoyen du Québec sur lequel il y aura des gens qui vont aller enquêter. Le bureau du syndic, c'est son travail. C'est une grande partie de nos activités. Le projet de loi, ce qu'il propose, c'est de ne plus avoir la compétence pour les enquêteurs de pouvoir demander les documents essentiels pour produire l'enquête. On va pouvoir demander à l'individu, mais aujourd'hui, dans la majorité des organisations, c'est informatisé. Le syndic ne pourra pas demander à l'organisation. Actuellement, on peut le faire. Dans le projet de loi tel qu'il est formulé actuellement, on n'a pas cette zone-là. Donc, ce que ça va se traduire, ça va se traduire en délai supplémentaire. La prochaine entité qui fera office de peut-être un syndic, qu'on ne sait pas encore c'est quoi, devra passer par le tribunal administratif des marchés financiers pour faire une demande pour pouvoir obtenir les documents. Donc, ce que ça fait, ça occasionne des délais. J'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi est-ce que ça assure une meilleure protection pour le citoyen qui a fait une demande d'enquête, qui va voir cette demande-là être encore plus longue à être enquêtée puis à être traitée par notre bureau. OK, bien dans un contexte parce que justement les deux chambres seraient
réunis en une. Comment vous le voyez de façon plus optimale d'abord, ce processus-là? Mais en fait, c'est deux questions différentes. Il y a la question de la fusion, qui est de prendre deux organisations et les mettre ensemble. Ouais. Moi, ce que j'adresse aujourd'hui, c'est la question de prendre un organisme qui est public, qui est prévu dans une loi, avec une série d'éléments, puis de dire, bien ça, on enlève tout ça, puis dans 1 an ou dans 2 ans, on verra qu'est-ce que ça va être. Puis ça, le citoyen du Québec, il ne sait pas c'est quoi. Les certifiés ne savent pas c'est quoi. Nous, on ne sait pas c'est quoi parce que ce n'est pas proposé à l'intérieur du projet de loi. Mais qu'est-ce que vous proposeriez pour que ça soit plus optimal? Bien, actuellement, ce qu'on propose, c'est de garder le modèle actuel qui fonctionne. On peut rester à l'intérieur d'une loi et s'il y a lieu, on opérera une fusion à l'intérieur de la loi sur la distribution des produits et services financiers. Ça se fait. Ça a été déposé dans le mémoire du gouvernement qui est public, là, donc au Conseil des ministres. Quand on regarde la section 5, les options, puis on écrit clairement, on pourrait opérer une fusion des deux chambres à l'intérieur de la LDPSF. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'opère pas ce modèle-là, puis qu'on n'assure pas le même niveau de sécurité au niveau de la protection du public, puis des personnes, soit des épargnants, soit des personnes en assurance de dommages? Je vous entends, je perçois le confort dans la façon de faire actuelle. Ma question, c'est vraiment par rapport au reste du Canada. Vous avez comparé donc ce qui se passe, parce que dans le reste du Canada, la fusion existe, là, OK? Fait qu'est-ce que vous voyez ou comment pourriez-vous critiquer ce... En fait, êtes-vous d'accord avec la question en partant? Mais, non, je ne suis pas d'accord avec la question parce que dans le reste du Canada, et je peux témoigner parce que je suis membre de REBO, qui est le Registered Insurance Brokers of Ontario. C'est l'organisme déontologique de l'Ontario pour les courtiers d'assurance. Eux sont conçus à l'intérieur d'une loi qui est spécifique à eux. Et les cabinets de courtage en assurance de dommages en Ontario sont régis par REBO. Les représentants en assurance vie, que moi j'ai été à une certaine époque, quand j'avais plus de cheveux bruns, j'étais agent d'assurance vie aussi. Donc, aujourd'hui, en Ontario, si vous êtes courtier en assurance de dommages, il y a REBO. Si vous êtes courtier en assurance vie, vous faites affaire avec FISRA. C'est deux organisations distinctes l'une de l'autre. Il n'y a pas un organisme central, me semble, en Ontario, justement, qui fait les deux? Non. Qui fait assurance de dommages et assurance vie? Non. OK. Il y en a plusieurs, évidemment, des assureurs qui ont mentionné là, que les chambres et l'AMF, ça crée là, un dédoublement actuel là, dans la situation présente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous croyez que ce n'est pas le cas? Au moment qu'on se parle, l'AMF est responsable de la gestion des relations avec les cabinets de courtage. La Chambre de l'assurance de dommages et la Chambre de sécurité financière s'occupent de la déontologie des individus. Donc, une fois que l'autorité octroie un permis à quelqu'un, le suivi de la déontologie de cette personne est transféré à la Chambre. Et toute la question de leur devoir en formation continue, on échangeait avec un de vos collègues tout à l'heure de la question de l'IUSA, ça, c'est notre responsabilité. Nous, on suit les individus pour s'assurer qu'ils sont conformes et qu'ils ont suivi l'ensemble des unités de formation continue nécessaires et qui sont identifiées dans la loi. Ou dans le règlement, je m'excuse. Donc, toute cette question-là, c'est quelque chose qui nous revient en ce moment et l'autorité, au moment qu'on se parle, ne touche jamais à ça, là. Et ce que vous dites finalement, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de dédoublement. Chacun a son carré de sable. Exactement. OK. C'est comme si on prévoit qu'il y a deux filets. T'sais, on a la CSF, on a l'AMF. Fait que nous, on trouve que c'est vraiment sécurisant, puis c'est là la protection du public. Puis un autre point que je veux peut-être juste amener, vu que les questions étaient beaucoup adressées à la CHAB, bien, en fait, en lien aussi avec le modèle de formation qu'on voit là, de la CSF présentement versus l'OCRI. Bon, on le voit là, présentement, là, avec la CSF, les membres, ils ont une responsabilité individuelle professionnelle à avoir. Il faut qu'ils fassent leur UFC. C'est à eux de démontrer qu'ils ont poursuivi la formation et on a une plateforme pour ça. Présentement, avec l'OCRI, c'est plutôt qu'on va regarder les institutions financières. C'est eux qui ont la responsabilité de s'assurer que leurs conseillers suivent leur formation.
Donc, les conseillers rattachés à l'OCRI présentement, ils n'ont pas une plateforme. C'est vraiment leur institution financière qui doit leur démontrer si oui ou non ils ont fait leur formation. Donc là, je trouve que ça vient un peu toucher la protection dans le sens de la responsabilisation individuelle du professionnel. Puis, dans un univers là, où les meilleures pratiques, la bonne gouvernance des deux chambres s'unifiaient ensemble avec la supervision de l'AMF en plus, qui rajouterait, on pourrait dire, une certaine ampleur ou une certaine sécurité. Voyez-vous là-dedans quelque chose qui pourrait potentiellement avoir, comme vous dites en début de jeu, là, vous êtes d'accord avec le principe. Donc, ce qui manque finalement, c'est juste le chemin pour se rendre. Là. C'est ça, si je comprends bien. Là, que... Nous, dans notre mémoire, c'est clair qu'on dit qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans l'omnibus. On pense qu'on devrait aller de l'avant avec beaucoup. Le questionnement est sur le comment plutôt que rien d'autre. On a des grosses questions sur la fusion. On a des juristes qui nous disent que ce n'est pas clair. On a eu les discussions avec les gens du ministère, puis ce n'est pas clair sur exactement les règles, comment ça va fonctionner. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est donnez-nous la chance de prendre l'avant pour qu'on se positionne pour gagner et pas se retrouver avec un organisme qui a des trous, qui ne sera pas capable de fonctionner. Bien, je vous entends, je trouve que c'est des bons réflexes à avoir, évidemment. Ma question... Combien de temps? 20 secondes. Qu'est-ce que vous avez appris de la fusion qui a pris 4 ans, qui ne devrait pas se répéter? En fait, l'OCRI n'est pas encore à 100 les règles, ça va être pour 2027. Donc, moi, j'aime mieux toujours dire, au lieu de bâtir un avion qui est en plein air, prenons le temps de s'assurer que tout fonctionne, que les bases sont solides avant d'aller de l'avant. Alors, merci, messieurs, un énorme merci pour la qualité de votre présentation et votre présence parmi nous. Sur ce, nous allons suspendre momentanément nos travaux afin de faire place à nos prochains invités. Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de pouvoir reprendre nos travaux et nous poursuivons. Nous sommes en présence de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. Mesdames, soyez les bienvenues. Auriez-vous d'abord l'amabilité de vous présenter? Oui, bonjour. Lynne Duhem. Je suis présidente pour le Québec de l'Association canadienne des assureurs de personnes. Bonjour, Dominique Biron-Bordelot, directrice des affaires publiques et gouvernementales pour les assureurs de personnes. Soyez les bienvenus. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous donner l'occasion de partager nos commentaires concernant le projet de loi 92. Permettez-moi d'abord de prendre quelques instants pour vous présenter la CAP et l'impact important de ses membres pour l'économie québécoise. Les membres de la CAP emploient plus de 35 000 Québécoises et Québécois et ont versé en 2023 2,4 milliards de dollars en contributions fiscales au Québec. La vaste majorité des assureurs de personnes sur le marché canadien sont habilités à mener des activités au Québec et 12 d'entre eux ont leur siège social au Québec. D'emblée, nous tenons à saluer la volonté du gouvernement de moderniser et de simplifier le cadre réglementaire du secteur financier. Nous avons analysé ce projet de loi en détail et nous appuyons les principes généraux de modernisation. Nous allons aborder 3 volets qui concernent les assureurs de personnes. D'abord, la création d'une nouvelle chambre de l'assurance. Ensuite, les assouplissements entourant la composition du conseil d'administration des assureurs. Et enfin, le renforcement des sanctions et pénalités applicables aux institutions financières. Tout d'abord, nous accueillons favorablement la fusion proposée de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages au sein d'une nouvelle entité, la Chambre de l'assurance. Cette fusion est évidemment un grand chantier et le gouvernement devra donc prendre le temps nécessaire pour s'assurer du succès de la démarche. Nous sommes cependant d'avis que cette fusion représente un pas dans la bonne direction. En effet, le regroupement de ces 2 entités pourrait optimiser les structures réglementaires et administratives existantes. Cette initiative s'inscrit également dans une perspective d'harmonisation avec les règles que l'on retrouve ailleurs au Canada. Nous saluons également la modernisation des critères qui encadrent le lieu de résidence des administrateurs des assureurs québécois.
La loi actuelle prévoit que la moitié des membres d'un conseil d'administration d'un assureur à charte québécoise doit résider au Québec. Le projet de loi propose dorénavant de fixer la barre à un administrateur sur 3 dans le cas d'assureurs qui sont membres de groupes financiers percevant plus de 40 de leurs primes à l'extérieur du Québec, et ce, tout en maintenant une majorité d'administrateurs résidant au Canada. L'objectif étant de permettre à ces assureurs d'avoir un conseil d'administration qui reflète mieux la réalité de leurs affaires. Nous estimons que cette approche est équilibrée et qu'elle permettra à nos fleurons québécois de faire de nouvelles acquisitions et de continuer à grandir à l'extérieur du Québec tout en restant enracinés ici, chez nous. Une situation gagnante pour tous. Dans le même esprit, nous vous soumettons un léger amendement à cet aspect du projet de loi. Nous proposons que cette flexibilité s'applique également aux sociétés d'assurance québécoises qui perçoivent 40 de leurs primes à l'extérieur du Québec, et ce, même si elles font partie d'un groupe financier qui n'atteint pas ce pourcentage. Cet ajustement mineur permettra aux assureurs québécois qui ont des modèles d'affaires différents de bénéficier de cette flexibilité et de continuer à croître à partir du Québec. Enfin, nous souhaitons vous partager nos préoccupations face aux modifications proposées au régime de sanctions applicables aux assureurs. Sur le plan des principes, notre industrie appuie l'idée de renforcer la protection des consommateurs afin de maintenir la confiance du public envers nos institutions financières. Nous avons toutefois des craintes importantes quant à la portée de certaines des modifications proposées. Présentement, il existe 2 régimes de sanctions dans la loi sur les assureurs, un régime de sanctions pécuniaires et un autre de sanctions pénales. Dans les 2 cas, ces régimes sont associés à des sanctions spécifiques. Le projet de loi vient créer un nouveau régime de pénalité administrative à l'article 512 de la loi sur les assureurs. En vertu de ce nouveau régime, quiconque contrevient à la loi sur les assureurs est passible d'une sanction pouvant atteindre 2 millions de dollars par infraction par jour. Nous sommes préoccupés par la portée très large du nouveau régime des sanctions potentiellement élevées en sus d'une possibilité de cumul quotidien. Cela ouvre, selon nous, la porte à des sanctions disproportionnées à l'égard d'obligations de nature administrative. Ces sanctions pourraient également s'appliquer à des obligations avec une part d'appréciation subjective, comme l'adoption de saines pratiques commerciales. Pour prévenir de telles situations, nous vous proposons de modifier l'article 512.1 pour mieux circonscrire sa portée et nous assurer que le régime de sanctions demeure conséquent et proportionnel à la gravité des infractions. Voici des propositions de modification. Premièrement, nous proposons de retirer le cumul journalier et s'en tenir à un plafond. Deuxièmement, nous proposons d'ajouter la mention sciemment ou volontairement à l'article 512.1 afin de mieux délimiter les cas visés et d'introduire un critère de proportionnalité quant au degré d'implication et de connaissance de l'infraction. Troisièmement, nous proposons que seules certaines infractions expressément désignées soient passibles des sanctions les plus sévères. Finalement, la CAP propose de réserver le droit à l'Autorité des marchés financiers d'intenter des procédures auprès du tribunal administratif des marchés financiers plutôt que de le rendre également accessible à toute personne intéressée. Les ajustements proposés permettraient de maintenir un régime de sanctions rigoureux, mais équilibré et prévisible, au bénéfice à la fois des consommateurs et de l'industrie. En terminant, nous réitérons notre appui aux principes généraux portés par le projet de loi 92. La très forte majorité des changements inclus dans le projet de loi vont dans le bon sens. Les légers ajustements que nous vous proposons aujourd'hui permettront, nous en sommes convaincus, d'en arriver à un texte final encore plus en phase avec les objectifs du gouvernement, les attentes des consommateurs et les réalités de l'industrie. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous. Monsieur le ministre, êtes-vous heureux de votre nouveau siège? Il est effectivement mieux aligné avec nos objectifs. Disposé de 16 minutes 30 pour apprécier davantage. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation, votre mémoire, et soyez certains que toutes les propositions d'amendement seront analysées si ce n'est pas déjà fait. C'est certain qu'au niveau des sanctions,
il y a un déséquilibre dans le corpus législatif du Québec. C'est-à-dire que les sanctions en valeur mobilière sont beaucoup plus élevées que les sanctions, par exemple, dans le domaine de l'assurance ou pour les institutions de dépôt. Et donc, on vient ici, effectivement, rehausser un régime de sanctions qui n'était pas au niveau de celui des valeurs mobilières. Mais l'objectif des sanctions, nous, comme législateurs, ou l'AMF, comme notre régulateur intégré des marchés financiers, c'est pas d'imposer des sanctions. L'objectif, c'est pas de générer des revenus. L'objectif, c'est que le régulateur et les sanctions soient suffisamment craintes, puis d'ailleurs, vous avez utilisé le verbe « craindre », pour inciter tout le monde à se conformer, puis ultimement, on n'en veut pas de sanctions parce que vous travaillez dans l'intérêt de vos clients et l'intérêt de vos membres, l'intérêt des consommateurs, et c'est pas parce qu'on rehausse les sanctions qu'il y aura plus de sanctions. En fait, le régime de sanctions vise à être suffisamment craint pour éviter de devoir l'appliquer. C'est une espèce de convergence. Et puis, d'ailleurs, mon collègue de l'opposition et moi, on a vu ça dans le domaine bancaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a dit aux institutions financières, vous allez rehausser votre capital puis vos liquidités ou il y aura des sanctions, bien, tout le monde s'est mis à avoir plus de capital et de liquidité, puis il n'y a pas eu plus de sanctions. Alors, c'est le régime de sanctions et le régulateur, ils doivent être craints. C'est comme ça. Alors, on est conscient que lorsqu'on arrive avec des pénalités monétaires cumulatives, bien là, on peut avoir peur puis additionner le nombre de jours puis les sanctions puis dire, bien, mon Dieu, ça pourrait faire des gros montants. Mais effectivement, dans le domaine des valeurs mobilières, il peut y avoir des grands montants, puis ce qu'on n'avait pas dans nos autres domaines. Et donc, c'est ça l'objectif. Et il y a toujours une gradation, là. Il n'y a pas de pénalités qui sont lancées à l'aveuglette sans avertissement, possibilité de se corriger. Et tout le monde travaille dans l'intérêt du public. Alors, ma question générale, c'est, dans l'ensemble, est-ce que vous êtes satisfait que la réforme va augmenter la protection des consommateurs? En fait, vous noterez qu'on n'a pas demandé le retrait de l'article. Donc, on parle d'ajustement parce qu'on partage vos préoccupations et vos objectifs. Et donc, on n'a pas demandé de simplement retirer l'article. Et oui, en fait, nous sommes d'accord avec vos propos. Par contre, pour ce qui est du régime de sanctions en valeur mobilière, à moins que je me trompe, là, présentement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de cumul par jour. Donc, on va plus loin que ce qui existe présentement en valeur mobilière. Vous savez, en assurance, dans la loi sur les assureurs, il y a quand même des pénalités dans la section pénale de 2 millions par jour qui peuvent être cumulatives, mais pour des infractions qui sont spécifiques. Par exemple, ne pas respecter une ordonnance. Donc, ça existe déjà. Ce n'est pas comme si on n'avait pas ce type de sanctions dans la loi sur les assureurs. Nous les avions. Et là, on vient créer une disposition générale pour toute infraction, pour toute infraction à la loi, 2 millions et avec un cumul quotidien potentiel qui va, à notre avis, plus loin que ce que les valeurs mobilières prévoient actuellement. Donc, on parle d'ajustement, par exemple. Est-ce que le cumul est nécessaire? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir simplement un montant, que ce soit 2 millions ou 3 millions, mais un montant maximum qui vient avec une certaine prévisibilité pour les institutions financières? Donc, c'est un exemple de changement qu'on propose. Par exemple, enlever le cumul et n'avoir qu'un montant global, un montant maximal de pénalité. OK. Bien, c'est certain qu'on va étudier les amendements qui sont proposés, mais un des
avantages du cumul, c'est que c'est un incitatif à corriger rapidement je vais utiliser un terme général, là, les manquements. Mais parfait, on va étudier ça. Au niveau, nos intervenants précédents nous ont mentionné là, que l'assurance générale et l'assurance des personnes, c'est deux domaines très différents. Est-ce que, selon vous, la réforme va amener des bénéfices? Est-ce que la fusion des chambres, ça va amener des gains au-delà le simple fait qu'il y aura un seul conseil d'administration, une seule direction? Est-ce que vous y voyez, vous, des synergies? Tu sais, ce sujet-là, pour nous, il y a une certaine distance. Là. Donc, évidemment, moi, je parle au nom des assureurs de personnes. Et nous, présentement, nous sommes dans un exercice de simplification. Donc, ça fait dans différents domaines, on demande de réduire la charge administrative, la charge réglementaire, les processus. Donc, on pense qu'il y a des opportunités présentement. Et c'est dans la même optique, pour nous, si on peut fusionner deux organisations qui ont quand même des objectifs très similaires dans deux secteurs différents de l'assurance, mais on parle quand même de l'assurance, surtout qu'on a une spécificité au Québec où plusieurs assureurs offrent à la fois des produits d'assurance de dommages et d'assurance de personnes, ce qui est quand même unique, qu'on ne voit pas hors Québec. Donc, c'est souvent les mêmes assureurs qui offrent les produits. Donc, pour nous, d'avoir un organisme plutôt que deux, on souscrit à cette proposition. Donc, pour nous, en soi, la simplicité et d'avoir justement un conseil d'administration, une équipe de direction, c'est en soi suffisant pour le faire. Pour ce qui est des inquiétudes par rapport à la suite des choses, bien, on fait confiance au nouvel organisme qui va être créé, on fait confiance à l'Autorité des marchés financiers et au ministère des Finances pour s'assurer que le public soit protégé adéquatement. Moi, ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a de mes collègues du gouvernement qui auraient des questions. Pas de questions? Oui, monsieur le député de Rousseau? Il vous reste 8 minutes, 30 secondes, cher collègue. Allez-y. Eh mon Dieu. OK. En fait, ma question, j'aurais peut-être seulement une question au niveau de la protection accordée aux consommateurs. Je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là. Mais est-ce que les risques sont accrus, selon vous, ou au contraire, en faisant ce changement-là, cette modification-là, les risques vont être diminués pour le public? Moi, ce qui m'importe, point numéro un, c'est le consommateur. Les compagnies d'assurance, oui, mais puis après ça, la complexité de la tâche ou non, bien sûr, ça a des impacts, mais ce qui m'importe davantage, c'est la protection du consommateur. On est d'avis que le consommateur est déjà bien protégé. Là. Je veux pas, on n'est pas dans une situation critique, mais on pense qu'il va l'être encore. Donc, si on peut avoir une structure qui est plus efficace et bénéficier également de ce qui a été mis en place au niveau canadien, bien, on pense que c'est une bonne idée, mais on ne va pas jusqu'à dire que le consommateur, présentement, est mal protégé. Ce n'est pas ce qu'on dit. OK. Puis la réforme simplifie la gestion de la conformité pour vos membres, à votre avis? C'est ce que je comprends aussi. En fait, nos membres, pour les assureurs, ça a peu d'impact. L'impact est plus pour les intermédiaires, les conseillers financiers. Donc, pour nous, l'impact, il n'est pas très grand. Mais dans un souci de simplification, de bénéficier de ce qui se fait à l'extérieur du Québec, de l'organisme canadien qui a été mis sur place, alors on pense qu'on pourrait bénéficier de cette structure existante. Donc, on supporte la proposition du gouvernement. On a de nombreux juristes grandement qualifiés avec nous, dont je ne fais pas partie, puisque je suis économiste, mais on m'indique que la jurisprudence est telle que dans le secteur des valeurs mobilières, il y a cumul des sanctions de facto. Là. Dans la jurisprudence, oui, ouais. Pas dans la loi, effectivement. Voilà. Peut-être êtes-vous avocate, pas moi. Effectivement. OK. Parfait. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présence ici aujourd'hui.
La révision des règles pour la composition du CA, des compagnies d'assurance, c'est une nécessité donc pour votre organisation? Très important. OK. En fait, les assureurs québécois, on l'oublie ou c'est méconnu, mais on a au Québec là, comme un secteur de l'assurance qui est extrêmement fort si on compare avec les autres provinces canadiennes. Donc, on a des fleurons québécois, des compagnies installées au Québec et souvent à Québec, qui sont dans les grands joueurs canadiens. Ce qui signifie qu'ils ont pris de l'expansion hors Québec, dans le Canada et, dans certains cas, aux États-Unis aussi. Et il y a une exigence d'avoir au moins 50 des membres du conseil d'administration qui résident au Québec, ce qui cause problème lorsque une partie importante des activités ne sont plus au Québec. Évidemment, le siège social est au Québec, les emplois, une grande partie des emplois sont au Québec. Vous les connaissez, ces entreprises, elles sont ici autour, mais les revenus, les activités sont de façon importante hors Québec et ça prend l'expertise de membres du conseil d'administration qui connaissent le marché ontarien, qui connaissent le marché américain ou de l'Ouest canadien. Et donc, ce qu'on demande, c'est que dans l'éventualité où un certain pourcentage des affaires sont issues de l'extérieur du Québec, le 40 à ce moment-là, on puisse réduire le nombre d'administrateurs résidents du Québec. Et ce qu'on m'explique, c'est que dans certains cas, même, ces administrateurs sont des Québécois qui maintenant vivent à Toronto ou à New York, donc, et qui ont l'expertise. Des cibles précises? Oui, en fait, il y a des cibles précises. Bien, celles qui sont prévues finalement dans le projet de loi, là, lorsque 40 des revenus ou des primes sont issus de l'extérieur du Québec, à ce moment-là, l'assureur, le groupe financier ou l'assureur, selon l'amendement qu'on demande, est autorisé à avoir seulement un tiers de son conseil d'administration composé de résidents du Québec, tout en s'assurant qu'au moins 50 sont des résidents canadiens. J'ai des réflexes à penser dans mon ancienne vie qu'on peut penser à des institutions en ingénierie, par exemple, qui, sur leur conseil d'administration, vont avoir des gens qui vont être, en fait, peut-être un peu de tout partout à travers le monde où est-ce que les contrats sont les plus propices à survenir. C'est un petit peu la raison. Donc, la logique pour laquelle vous faites ça, je la comprends. Est-ce que, selon vous, la situation actuelle, pas la modification, mais la situation actuelle, était un frein à la croissance? Tout à fait. C'est ce que mes membres me disent. J'ai des membres qui voient un frein à leur croissance en raison du fait qu'ils ne peuvent pas avoir des administrateurs qualifiés de la juridiction où ils veulent développer leurs affaires, par exemple. Donc, oui, c'est un frein. D'exiger que 50 des administrateurs soient des résidents du Québec, c'est un frein à l'expertise nécessaire d'un conseil d'administration pour faire des affaires hors Québec. Et ça va permettre à ces fleurons québécois d'être compétitifs puis de pouvoir croître, comme je le disais, hors Québec et aussi hors Canada. Je ne suis pas contre le principe là, en tant que tel. Je trouve que c'est dans une certaine logique probablement essentielle. Mais pour ceux qui, justement, ont été capables de croître déjà à l'extérieur du Québec, comment eux ont-ils été capables de le faire sans justement cette proportion plus significative de gens venant de l'extérieur du Québec, selon vous? En fait, c'est ceux qui ont pu croître hors Québec qui présentement font la demande. Ouais. Donc, nous, nos membres qui ont des affaires hors Québec nous disent la composition de mon conseil d'administration, présentement, c'est un frein au développement de mes affaires. Donc, c'est vraiment ces assureurs qui disent je suis rendu ailleurs, puis on pourrait regarder là, l'évolution de certains assureurs québécois au cours des 10 dernières années, et il y a eu une croissance qui est vraiment très, très importante. Donc, et cette croissance, bien entendu, elle doit se faire hors Québec parce qu'il arrive à un moment donné où le marché québécois est saturé. Puis, nonobstant ce qu'on vient de discuter, quel autre frein existe-t-il dans la réglementation actuelle, selon vous, pour la croissance de votre industrie? En fait, on pense que... oui, ça, c'est une grande question. Hein? Bien, la charge réglementaire, de façon générale, la charge administrative, puis, vous savez, on en parle beaucoup, on en parle au Québec, on en parle ailleurs au Canada, mais il y aurait peut-être lieu de regarder les structures que nous avons et de s'assurer que nous sommes une industrie qui est quand même agile,
tout en assurant la protection du consommateur. Donc, je vous dirais que la charge réglementaire dans son, ou administrative, là, parce que c'est pas la même chose, dans son ensemble. Donc, ça explique un peu pourquoi vous êtes favorable à l'idée de la simplifier fusion des deux chambres au niveau administratif. Puis en quoi, spécifiquement pour vous, cette fusion-là pourrait être bénéfique pour vos membres? En fait, je veux le réitérer, nous, la question de la fusion des chambres, on a une certaine distance par rapport à cet enjeu-là. On supporte la proposition du gouvernement. Donc, voilà, on pense que si c'est pour simplifier, bien, c'est une bonne chose. Puis c'est pour bénéficier de ce qui fait hors Québec au niveau canadien avec l'OCRI, on est pour ça, parce qu'il faut aussi parler de... C'est beaucoup la spécificité du Québec, mais on peut aussi profiter de ce qui se fait au niveau canadien. Donc, c'est vraiment notre optique. Donc, pour nos membres, si c'est plus simple, si c'est... Bien, et voilà, on pense que c'est une bonne proposition du gouvernement. Mais encore une fois, la question de la fusion des chambres, on a une certaine... Nous, on représente les institutions financières. Puis à l'extérieur du Québec, quand vous regardez un peu... c'est un petit peu la question que j'ai souvent tendance là, à poser, peu importe la situation, pour comparer, disons, avec ce qui se fait ailleurs, des autres méthodes, des autres processus, des meilleures politiques qui viennent d'ailleurs et tout. Là. Est-ce que, au niveau des sanctions, est-ce que vous avez regardé ce qui s'est fait à l'extérieur du Québec dans votre domaine? En fait, à notre avis, si l'article 512.1 est adopté tel quel, ça va probablement être le régime de sanctions le plus élevé au Canada dans le secteur de l'assurance. De loin? Oui. Les régimes de sanctions sont complètement différents hors Québec. On a regardé la loi fédérale, parce qu'il y a plusieurs assureurs qui sont de compétences fédérales. Donc, oui, c'est un régime de sanctions proposé qui est très élevé. Par rapport, pour les gens qui nous écoutent, là, pouvez-vous peut-être nous dire un petit peu la moyenne canadienne ou fédérale que vous entendez qui pourrait être comparée là, au projet de loi? Je vais lui demander... Oui. Oui, donc si on regarde au régime fédéral, il y a un cumul d'infractions également par jour, mais sous toute réserve, là, mais qui est applicable que pour les violations mineures ayant un plafond de 25 000 $. Ça se trouve dans la loi sur le bureau du surintendant des institutions financières, donc du BCIF. Donc 25 000 $. OK. Puis donc, selon vous, le projet de loi ici au Québec qu'on a devant nous, 92, là, c'est de loin beaucoup trop élevé puis trop... En fait, on pense qu'il faut faire des ajustements. C'est comme on est allé pour la totale, c'est-à-dire 2 millions, cumul, toute infraction, quiconque peut prendre un recours. Donc, ce qu'on dit, c'est faisons des ajustements pour avoir un régime de sanctions qui est proportionnel aux infractions avec une certaine prévisibilité pour les assureurs. Donc, c'est le message. C'est faisons des ajustements à l'article 512.1 malgré qu'on comprend l'objectif du gouvernement. OK, d'accord. Monsieur le Président, pour moi, ça fait le tour. Très bien. Alors, mesdames, merci beaucoup pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Sur ce, nous allons suspendre nos travaux momentanément, le temps de faire place à nos prochains invités. Bien. Alors, chers amis, nous sommes maintenant en présence de représentants du Bureau d'assurance du Canada. Madame, messieurs, soyez les bienvenus. Auriez-vous d'abord l'amabilité de vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci. Laurent Fafard, vice-président au Bureau d'assurance du Canada pour la région du Québec. Bonjour, Marie-Pierre Grignon, je suis directrice des affaires techniques et juridiques pour le Bureau d'assurance du Canada. Bonjour, Pierre Babetsky, directeur des communications et affaires publiques au BAC. Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés membres de la Commission. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation faite au BAC, nous permettant aujourd'hui de vous faire part des commentaires de nos membres en participant aux consultations particulières relatives à ce projet de loi. Laissez-moi débuter avec quelques mots à propos du Bureau d'assurance du Canada et de notre industrie. Le BAC est l'association qui représente la majorité des sociétés privées d'assurance de dommages, soit les compagnies qui assurent les automobiles, les habitations et les entreprises. Il est le porte-parole de plus de 100 assureurs, représentant plus de 90 % des parts du marché au Québec et au Canada.
Il joue également un rôle important de sensibilisation, d'information et de prévention auprès des consommateurs. Le BAC s'intéresse aux enjeux qui affectent l'environnement d'affaires de ses membres et, à l'heure actuelle, plusieurs de ces enjeux affectent également notre société et l'ensemble des citoyens. Par exemple, le contexte économique et l'impact grandissant des changements climatiques sur nos communautés. Les assureurs de dommages sont des acteurs clés tant en matière d'activité commerciale qu'en matière d'emploi et de contribution fiscale auprès des différents paliers de gouvernement. D'abord, nous saluons la réflexion qui a mené au dépôt du projet de loi 92. En ce qui a trait à l'assurance de dommages, il est clair pour nous que l'intention du législateur est d'optimiser certains processus et d'en préciser d'autres. Notre étude des dispositions proposées nous amène toutefois à conclure que certaines d'entre elles ne vont pas assez loin et que d'autres soulèvent un questionnement chez nos membres. En premier lieu, nous accueillons favorablement la disposition donnant à l'Autorité des marchés financiers le pouvoir d'augmenter le montant des réclamations qui peuvent être traitées au téléphone par les employés des assureurs, lorsqu'elles le jugent nécessaire. Cette disposition manquait au projet de loi 30 alors que ce pouvoir existait auparavant. C'est par ce pouvoir qu'à la suite du passage de la tempête post-tropicale Debby, que les employés non certifiés des assureurs ont pu traiter au téléphone des réclamations allant jusqu'à 30 000 $ au grand bénéfice des citoyens sinistrés à l'époque. Ce fut également le cas pendant les 8 derniers mois de l'année 2023, pendant lesquels ces mêmes employés ont pu traiter des réclamations allant jusqu'à 7 500 $. En tout, depuis 2017, l'Autorité a autorisé l'utilisation des employés au téléphone à 7 reprises pour un total de 660 jours. Comme mentionné dans notre mémoire, toutes ces périodes d'exception ont permis de régler rapidement des dizaines de milliers de réclamations à l'intérieur des délais auxquels sont en droit de s'attendre les assurés. Et, comme nous l'avons également mentionné, aucune plainte liée au travail de ces employés n'a pu être identifiée pour ces mêmes périodes. Rappelons que ces mêmes employés sont supervisés par un expert en sinistre certifié et qu'un cadre réglementaire robuste est entré en vigueur le 9 mai dernier, afin de s'assurer de la protection des consommateurs. Par exemple, le règlement sur l'exercice des représentants prévoit que le superviseur d'une personne non certifiée révise systématiquement les tâches accomplies et les étapes suivies par cette personne avant le règlement du sinistre si le client est en désaccord avec le règlement proposé. Quant au règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, il prévoit que le cabinet détermine les tâches que cette personne peut effectuer, lui présente par écrit les étapes à suivre pour le traitement d'une réclamation et s'assure que le superviseur est disponible en temps utile. Notons aussi que les cabinets doivent tenir à jour un registre des personnes agissant sous la supervision d'un expert en sinistre afin, notamment, de permettre à l'autorité de traiter une réclamation au Fonds d'indemnisation des services financiers qui s'appliquera désormais à eux s'ils commettaient une fraude. Finalement, la loi sur la distribution prévoit qu'une personne visée doit informer le sinistré du fait qu'elle agit sous la supervision d'un expert en sinistre, de l'identité de cet expert et, à la demande du sinistré, référer son dossier à cet expert. À cela s'ajoute un solide encadrement réglementaire du secteur financier qui est déjà en place pour le traitement équitable du consommateur. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes confiants que la protection des consommateurs ne sera nullement affaiblie. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes confiants que la protection des consommateurs ne sera nullement affaiblie si vous acceptez notre proposition que le projet de loi modifie la loi sur la distribution des produits et services financiers en augmentant de 5 000 à 10 000 $ le montant des réclamations pouvant être traitées au téléphone par des employés non certifiés. Au contraire, ceci permettra d'appuyer encore mieux les citoyens sinistrés dans un moment où ils ont besoin d'une aide et d'un soutien financier rapide. Des événements comme Debby vont sans aucun doute se reproduire à l'avenir et exiger qu'on augmente à nouveau cette limite temporairement.
Mais entre-temps, d'autres événements climatiques vont se produire pour lesquels une limite de 10 000 $ au téléphone pourra faire une grande différence dans la vie d'un grand nombre de familles sinistrées. Le BAC accueille favorablement la fusion des chambres de l'assurance de dommages et de la sécurité financière dans la perspective de rendre le processus d'autoréglementation plus efficace. Cependant, comme exprimé dans notre mémoire et lors des consultations sur le projet de loi 141, qui proposait que les fonctions de la Chambre de l'assurance de dommages soient transférées au sein de l'Autorité des marchés financiers, un enjeu important persisterait malgré cette fusion, soit celui d'un double encadrement. En effet, tout manquement à la loi sur la distribution des produits et services financiers serait pris en charge par le tribunal administratif des marchés financiers et ceux en lien avec le Code de déontologie seraient entendus par la nouvelle Chambre de l'assurance de dommages. Cette incohérence ne serait donc pas corrigée. Notre mémoire donne comme exemple un dossier de plainte impliquant un représentant en assurance pour ses manquements à son code de déontologie et son employeur qui serait entendu par deux autres organismes de contrôle différents, c'est-à-dire par la Chambre de l'assurance pour le représentant et l'autorité pour l'assureur. Ce double encadrement ne peut que rendre la tâche de se plaindre plus complexe pour le consommateur. Ce dernier ne saura pas toujours vers quel organisme de contrôle diriger sa plainte ou ses demandes de suivi de dossier. Aussi, la communication nécessaire entre les deux organismes pour le traitement des dossiers risque d'être tout aussi complexe et d'entraîner des délais indus. Le rehaussement des sanctions pour le secteur financier proposé par le projet de loi 92 nous apparaît disproportionné par rapport aux risques que représentent les activités des assureurs de dommages. Nous vous présentons dans notre mémoire les éléments qui suscitent une plus grande préoccupation chez nos membres. Il est difficile de comprendre ce qui justifie une augmentation de pénalités allant jusqu'à 1 400 %, des pénalités cumulatives et une nouvelle peine d'emprisonnement maximale de 5 ans moins un jour. Nous soumettons que le simple désir d'harmonisation ne justifie pas à lui seul l'établissement de sanctions qui ne correspondent pas au niveau de risque réel présent. Notre industrie aimerait connaître les autres raisons qui motivent de telles augmentations. Comme nous l'avions mentionné dans nos commentaires au moment de l'étude du projet de loi 141 en 2021, le BAC estime que les règles de gouvernance ne devraient pas restreindre les pratiques de régie interne des différents groupes financiers ou des compagnies d'assurance ayant des activités importantes à l'extérieur du Québec. Nous sommes toujours d'avis que le critère relatif au lieu de résidence devrait permettre que la majorité des administrateurs d'une société d'assurance puissent être résidents du Canada plutôt que du Québec seulement et que cette option demeure la plus efficace pour répondre aux différents modèles d'affaires. Le BAC accueille cependant favorablement la proposition du gouvernement, mais croit qu'il y a lieu de préciser que ce pourcentage s'applique également aux sociétés qui perçoivent plus de 40 % de leurs primes à l'extérieur du Québec, afin qu'ils bénéficient eux aussi de l'allègement concernant la résidence de leurs administrateurs, et ce, même si le groupe financier duquel ils font partie n'atteint pas ce pourcentage. J'aimerais terminer en réitérant que les assureurs de dommages doivent avoir la flexibilité nécessaire pour régler rapidement et efficacement les sinistres au quotidien à la suite des événements catastrophiques. Nous sommes maintenant disponibles, moi et mon équipe, pour répondre à vos questions, Monsieur le Président. Merci pour votre précieuse collaboration. Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour le dépôt de votre mémoire et votre présentation. Et je vais être clair avec tous les gens qui nous écoutent, là. Il n'est pas question d'augmenter les délais, réduire la conformité, diminuer les pouvoirs d'enquête. La fusion des chambres vise à avoir un organisme qui est plus agile, d'avoir des économies pour l'industrie et l'AMF, avec son rôle, avec
la loi sur l'encadrement du secteur financier va venir compléter le travail de la Chambre de l'assurance. Donc, on aura ce qui est visé. Puis je peux comprendre que là, lorsqu'il y a une initiative législative, il peut y avoir des interrogations, mais il n'est pas question de viser un organisme qui augmente les délais. Croyez-moi, là, c'est vraiment pas ça l'objectif. Alors, on veut rehausser la protection des individus et simplifier les opérations au bénéfice de tous. Vous avez mentionné que vous croyez que le projet de loi ne va pas assez loin sur certains aspects. Peut-être vous pourriez me réitérer précisément, là, outre le montant du 5 000 $, quels autres aspects du projet de loi vous aimeriez que nous ayons plus loin? Et j'ai compris que ce n'est pas les sanctions. Je vous dirais, bien, oui, vous l'avez dit en partie, le 5 000 $ augmenté à 10 000. C'est certain aussi, lorsqu'on parlait de la fusion des chambres, comme le mémoire et M. Fafard ont mentionné, on est en faveur, on l'accueille favorablement. On aurait aimé que, à partir de maintenant, soit dans le projet de loi ou à partir de son adoption, qu'on adresse aussi la question qu'on avait soulevée en 2018, c'est-à-dire le double encadrement qui existe et qui va persister après la fusion. C'est un peu là où on voit des délais indus et non pas nécessairement par le résultat de la fusion. Puis, naturellement, au niveau de la résidence des administrateurs, c'est pourquoi on vous suggérait aussi la même modification que la CAP là, qui nous a précédé proposait également, c'est-à-dire d'inclure les sociétés du Québec qui font des affaires au-delà de 40 % à l'extérieur du Canada là, pour bénéficier des mêmes allègements que vous proposez dans le projet de loi. OK. Mais dans les deux cas, on cherche le compromis précis qui va optimiser l'intérêt supérieur du Québec. Puis là, il y a plusieurs parties prenantes, mais je ne vois pas d'autre façon d'atteindre ce que vous dites avec la compagnie qui est visée par une plainte via l'AMF et puis la Chambre d'assurance pour le représentant. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que vous auriez préféré l'abolition des chambres. En fait, pour nous, les propositions contenues dans le projet de loi 141, pour nous, adressaient ce problème-là, puis le régler en bonne partie. Effectivement, pour que si on a un employé qui suit les directives de son patron et qui, après ça, est entendu par un organisme de réglementation, alors que son patron serait entendu par un autre organisme, pour nous, c'est cette incohérence-là du double encadrement dont on parle. Oui, mais c'est parce qu'il faut juste faire attention. Peut-être que l'abolition des chambres sur cet aspect-là, vous le percevez comme plus optimal, mais il y a d'autres conséquences à l'abolition des chambres. Alors nous, on doit pondérer les plus et les moins. Là. Je ne peux pas prendre un seul élément puis dire, puisque celui-ci serait préférable avec l'abolition des chambres, mais abolition des chambres. Là. Parce que là, il y a d'autres considérations où peut-être vous diriez, le modèle que vous proposez est supérieur sur ces aspects-là. Et donc, nous, on doit prendre nos décisions sur un ensemble de facteurs. Là. Monsieur le ministre, puis on entend par ça, bien entendu, que les fonctions de la Chambre seraient intégrées à l'Autorité des marchés financiers et non pas juste délaisser cet aspect-là. OK. Très bien.
Attendez-moi un instant, je reviens sur mes... Les sinistres, là. Ça a pris combien de temps à l'AMF et au gouvernement d'augmenter les limites lorsqu'il y a eu débit? Le débit est arrivé un vendredi, le 9 août. On a fait notre demande à l'AMF dans les jours qui ont suivi parce qu'on doit collecter des données auprès de nos membres pour s'assurer qu'il y a effectivement un achalandage supplémentaire. Le lundi, on avait reçu l'autorisation d'aller jusqu'à 7 500 $ au téléphone. C'est devenu clair très, très rapidement que ce n'était pas suffisant. On avait demandé un plus haut montant. Dès le mardi, après discussion avec nos membres, on vous a adressé d'ailleurs une note à cet effet-là. Et c'est le lendemain, le mercredi, je crois, le mercredi ou le jeudi. Donc, 5 jours après, alors que les assureurs avaient déjà reçu des dizaines de milliers d'appels de consommateurs et qui devaient enclencher la machine dès les minutes qui ont suivi l'événement. OK. Parce que nous, évidemment, l'évaluation des sinistres, ça demande une expertise. Et puis, on veut traiter les exceptions qui sont exceptionnelles. Là, après ça, si la question... Fait que c'est là où il faut trouver le seuil idéal. Et puis après ça, parce que grosso modo, dans votre processus, je pense qu'on pourrait dire que ça a pris 5 jours à trouver le juste montant avec le gouvernement et l'AMF. Mais nous, je veux dire, on vous entend, puis on pourra aller plus vite la prochaine fois, puis faire preuve de plus d'agilité, puis réagir en 48 heures plutôt que 5 jours. Puis peut-être que la prochaine catastrophe ne sera pas un vendredi, alors on n'aura pas le délai de la fin de semaine. Les catastrophes sont réparties également sur les jours de la semaine statistiquement. Et non. Vous êtes actuaire? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se souvient des dates de tous nos événements, puis le commentaire est toujours, bon, c'est vendredi, c'est pas surprenant que ça arrive ou un samedi. Mais... Voilà, OK. Alors, voici un argument pour le télétravail le vendredi, ouais. ceux qui en cherchent. Éviter les catastrophes. OK, très bien. Mais on doit trouver le montant juste. Si ce n'est pas 5 000, bien, peut-être que c'est 7 500. Mais, de notre côté, on s'engage à faire preuve de plus d'agilité, puis... Si 5 jours, c'est trop, la prochaine fois, l'exception exceptionnelle, bien, ce sera 48 heures. Ce qu'il faut... le sinistre moyen en assurance habitation, c'est d'environ 18 000 $. Donc, on ne demande pas que les employés au téléphone règlent tous les sinistres qui se passent. Mais en ayant une plus grande flexibilité à l'année longue, bien, ça fait que le jour où un débit arrive ou le jour où un événement climatique arrive, les assureurs sont déjà pas pris à la gorge avec un nombre difficile à gérer de réclamations. Ça permettrait de répartir tout ça à travers les différentes compétences qui se retrouvent chez les assureurs et faire qu'à l'année longue, ça améliore aussi le service à la clientèle. Si vous avez un incendie, puis l'expert en sinistre ne peut pas aller visiter le lendemain parce qu'il y a 3 sinistres de 5 ou 6 000 $ à régler qui sont arrivés avant, bien, on ne sert pas tout le monde. Comme victime d'un incendie, bien, on est content si l'expert en sinistre peut venir dès le lendemain parce que notre maison est plus habitable. Donc, c'est souvent, en bas de 10 000, c'est souvent des sinistres qui sont moins compliqués, moins complexes et qui peuvent, sous la supervision d'un expert en sinistre certifié, être gérés par des employés au téléphone qui ont été formés, qui sont supervisés par des experts en sinistre certifiés. Puis on se rappelle qu'au-delà de tout ça, bien, peu importe ce qui arrive, l'expert en sinistre certifié et l'assureur sont imputables des agissements de leurs employés.
pour nous, ça ne vient pas miner la protection du consommateur, ça ne fait en bâtissant sur cette protection qui est déjà bien établie, de voir maintenant comment on peut mieux les servir. OK. Donc, vous, votre proposition formelle, c'est quel montant? Ce serait de l'augmenter à 10 000 $. D'accord. Vous savez qu'il y en a qui étaient opposés à ce qu'on l'augmente. Hein? Oui, bien, effectivement, peut-être si je peux rajouter là-dessus, fait que vous nous posez la question, quel est le montant? Comme on le dit dans notre mémoire, c'est pas si facile de déterminer le montant juste. Nous, de notre côté, on se demande pourquoi ça serait 5 000 $. Effectivement, on trouve que ça serait pas suffisant pour rencontrer l'objectif de cette modification-là, en fait, à la loi. Parce que, comme on l'a indiqué dans le mémoire aussi, on travaille avec l'autorité depuis de nombreuses années pour trouver la solution. L'objectif, c'était de donner plus de flexibilité aux assureurs, de manière à ce qu'ils puissent donner en tout temps, tout au long de l'année, un meilleur service aux consommateurs, à leurs clients. Et ça, c'est dans un contexte où les catastrophes naturelles augmentent d'année en année. Leur fréquence augmente, elles sont imprévisibles et les assureurs, comme on l'a dit, doivent agir pas dans les heures, pas dans les jours, mais dans les minutes qui suivent un événement. Donc, c'est là où on pense que ce 10 000-là est raisonnable. D'une part, parce qu'on a l'expérience des dernières années. Depuis 2017, à 6 reprises, l'autorité a augmenté le montant à 7 500 sans que ça ait causé d'enjeu, une fois à 30 000, comme mon collègue vient de le dire. Puis, de l'autre côté, on prend aussi en considération le fait que depuis le 9 mai dernier, il y a un encadrement très robuste qui a été mis en place par l'Autorité des marchés financiers pour encadrer ces gens-là. Donc, on pense que tout est en place pour offrir la flexibilité nécessaire pour donner le service aux consommateurs, peu importe les circonstances et tout au long de l'année. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on pense que le 10 000 $ est en somme toute très raisonnable. Merci beaucoup. Ça complète mes questions, M. le Président. Je ne sais pas s'il y a des membres de mon équipe qui auraient une question. Chers collègues, oui, Madame la députée de Charlevoix. Il reste combien de temps? 3 minutes 20 secondes. Parfait. Messieurs, madame, vous le savez, on n'est pas tous issus du domaine des assurances ni même financiers. Vous vous adressez à des parlementaires qui ont différents antécédents, les gens à la maison aussi. Alors, je ne veux pas faire de la redondance, mais j'aimerais juste revenir sur quelques aspects. Comme plusieurs de mes citoyens, moi, j'ai été sinistrée lors des inondations de Baie-Saint-Paul en 2023. Alors, je veux juste comprendre comment est-ce que l'utilisation des personnes non certifiées pour régler des sinistres, ça va vraiment aider le citoyen. Ça va vraiment faire avancer son dossier plus rapidement ou l'aider, lui, dans sa gestion de crise. En fait, c'est qu'en ayant les employés au téléphone qui viennent appuyer le travail des experts en sinistre, on peut leur confier des dossiers qui ne demandent pas toute l'attention de l'expert en sinistre. Donc, si vous appelez, vous envoyez quelques photos, c'est clair que dans votre sous-sol, il y a eu quelques milliers de dollars de dommages. Bien, une fois que ça s'est constaté, le chèque, on va dire maintenant le transfert, pourrait se faire dès le lendemain avec les fonds pour que vous puissiez procéder ou bien amorcer le travail là, de nettoyage et tout ça. Donc, et ça permet à l'expert en sinistre, lui, de se concentrer sur des cas où il y aurait une maison qui est devenue inhabitable, par exemple, où la famille est en attente, ils ne savent pas quoi faire, où est-ce que je vais pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment pour répartir selon le sérieux puis le coût de chaque sinistre en fonction là, des ressources disponibles. Ça fait que certains, surtout avec débit à 30 000 au téléphone, il y a des gens qui ont reçu très, très rapidement leur règlement. Ceux qui avaient des plus gros sinistres avaient toute l'attention des experts en sinistres certifiés. Donc, dans le cas de débit, vous avez vraiment pu voir ce changement-là. Ça a réellement fait une différence, notamment sur la longueur du processus, sur la longueur d'ouverture des dossiers? Tout à fait, parce que, je donne un exemple, si vous avez un avenant pour les refoulements d'égouts, puis votre couverture est 20 000 $, bien, si après quelques échanges de photos puis de discussions, on voit clairement que les dommages dépassent cette limite-là, bien, vous allez recevoir votre montant de 20 000 $ rapidement, plutôt que d'attendre la visite d'un expert qui a peut-être 20 visites à faire dans les quelques jours. Donc, 85 000 réclamations à la suite de débit,
Puis il y en a beaucoup, après 3 mois, à peu près 85 de ces réclamations étaient réglées, notamment dues à cette disposition-là ou cette exception-là qui nous avait été accordée. Puis est-ce que ça a un lien aussi avec la problématique de main-d'œuvre? Si on prend cette main-d'œuvre-là, elle est peut-être plus facile aussi à trouver? Bien, c'est que c'est généralement des gens qui travaillent déjà chez l'assureur. Ils règlent peut-être des sinistres auto. On les met sur les sinistres habitation dans un cas comme débit. Bien sûr. Et naturellement, bien, ça permet cette flexibilité-là. On ne peut pas avoir tous les experts en sinistres qui peuvent répondre à des événements exceptionnels. On doit répartir à travers l'expertise qui est présente chez l'assureur. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Combien de temps ça prend pour former un expert en sinistre certifié? Je n'ai pas cette information-là. C'est une... Bonne question, mais c'est quand même... en fait, je n'ai pas la réponse exacte non plus, là. Fait que je pense qu'au total, ça peut prendre plus d'1 an. Ça dépend, ça doit... Ouais, c'est une attestation d'études collégiales. C'est une attestation, en fait, une attestation d'études collégiales. Donc, il peut avoir... Puis il y a différentes façons d'obtenir, je pense, son diplôme, mais c'est quand même pas sur seulement quelques semaines. Puis les gens qui sont non certifiés, eux autres, ça prend combien de temps les former? C'est généralement une formation qui est donnée par l'assureur. Généralement, ils vont le faire, si c'est en fonction d'aider en cas d'événements catastrophiques, bien, ils vont soit donner la formation avant de mettre ces gens-là au téléphone, ou ça peut être de la formation continue au sein de l'assureur. Mais ils vont apprendre les politiques, les processus qui sont liés au règlement de sinistre et naturellement aussi leurs obligations, qu'est-ce qui est attendu d'eux et à qui se référer là, comme superviseur s'il y a des enjeux, s'ils ont des questions ou pour vérifier leur travail au besoin. OK. Donc, au niveau des obligations, au niveau de la chaîne de commande, ça, je comprends ça, mais combien de temps ça prend pour les équiper, là, grosso modo? On parle d'1 an pour les certifiés. Les non certifiés, c'est compagnie d'assurance par compagnie d'assurance, grosso modo, ce que vous me dites? Ça va varier. Puis si c'est des employés qui font déjà... Parce que faut pas oublier qu'en ce moment, donc depuis le 9 mai, ces employés-là traitent déjà des réclamations jusqu'à 5 000 $. Fait que la question, c'est simplement d'augmenter la limite pour pouvoir leur donner quelques dossiers qui dépasseraient le montant de 5 000 pour vraiment activer. Donc, la plupart sont déjà formés et s'ils en ont besoin de plus, bien, ils ont forcément des processus internes qui leur permettent de rapidement équiper ces gens-là pour traiter avec les consommateurs. Ma question n'était pas combien de plus les gens déjà formés auront à avoir de formation. C'est les gens qui sont comme pas certifiés, qui arrivent là, fret là, un matin comme ça, là, combien de temps ça va prendre pour qu'ils le soient? Entraîné, pas certifié, mais entraîné. Bien, ça va dépendre d'un assureur à l'autre. Ça dépend des tâches qu'ils vont avoir. Donc, ça va varier. Puisque c'est une information interne, l'assureur va vouloir s'assurer qu'ils maintiennent les normes d'excellence que l'assureur veut avoir auprès de ses consommateurs, puis il va le mettre le temps nécessaire, qui peut peut-être varier d'une personne à l'autre, mais certainement, il y a des formations qui sont données. Mais la longueur exacte, on n'a pas, ça varie d'un assureur à l'autre, donc on n'a pas cette information. Je comprends la motivation de vouloir passer de 5 000 à 10 000 $. Là, je vous entends, c'est certain que ça libère les chevaux vapeur, comme on pourrait dire, là, mais du point de vue du client, lorsque vous avez depuis un bout de temps déjà là, été capable d'avoir ces gens-là non certifiés être en charge de dossiers en deçà de 5 000 $. J'imagine la satisfaction au niveau de la rapidité pour l'émission du chèque est au rendez-vous parce que ça semble donc être plus rapide que ça l'aurait été de par le passé. Mais y a-t-il des situations, est-ce qu'il y a eu plusieurs cas ou est-ce que finalement on s'ostine sur, ben non, moi je le vois pas comme ça, c'est pas 4 700, ça aurait dû être 8 000. Y a-t-il des débats là, au niveau de finalement le résultat pour le client?
Bien, en fait, on pense qu'avec surtout l'encadrement qui a été mis en place, comme je l'ai tantôt au niveau de la nouvelle réglementation, il y a des choses déjà qui sont prévues là-dedans. Donc, si on pense, c'est à l'article 28.4 du règlement sur l'exercice des représentants, c'est déjà prévu que les personnes qui sont visées là, à l'article 10, paragraphe 3, par rapport à ces personnes-là, l'assureur va avoir l'obligation de lui indiquer clairement ses tâches, de prévoir les différentes étapes dans le processus de réclamation, de s'assurer qu'il y aura toujours un superviseur qui sera là pour répondre à ces questions. Quand vous dites l'exemple que vous donnez par rapport au fait est-ce qu'il y a eu des enjeux, puis est-ce qu'il pourrait avoir des arguments, bon, c'est pas le bon montant. La nouvelle réglementation prévoit également ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois où le client ne sera pas en accord avec l'offre qu'on va lui faire, le dossier va être systématiquement révisé par l'expert en sinistre en charge du dossier. Donc, pour toutes les personnes là, qui seraient visées, qui régleraient des sinistres en bas de 10 000 il y aurait tout ce cadre-là. Et ça donnerait aussi l'occasion, justement, aux assureurs de les former adéquatement, puis de les informer du processus, du règlement des sinistres, des protections. Donc, je pense que ça serait encore plus favorable pour le consommateur de cette façon-là. Bien, c'est intéressant parce que c'est un peu la statistique que j'essayais de chercher là, maintenant. Donc, le nombre de cas qui a été en arbitrage, peut-on dire, là. En fait, nous, toutes les vérifications qu'on a faites, tant avec l'Autorité des marchés financiers qu'avec la Chambre de l'assurance de dommages et notre centre d'information au Bureau d'assurance du Canada, on n'a pas du tout décelé ou on n'a pas été informé de plaintes particulièrement liées au travail de ces gens-là. Donc, ça n'a pas créé de problème. À toutes les fois qu'il y a eu des augmentations du montant, là, soit à 7 500 ou à 30 000, ça s'est très bien passé, puis il n'y a pas eu d'enjeux qui ont découlé de ça. Puis, les gens qui sont pris pour aller dans ce rôle-là, qui, j'assume, est temporaire, là, initialement, OK? Y a-t-il une banque de données, d'heures d'expérience qui est cumulée pour savoir que, finalement, les non-certifiés, après 6 mois au travail, ont tel nombre d'heures d'accumulés, on est capable de faire une deuxième catégorie de gens encore pour être capable de dire, bien, eux ont peut-être plus d'expérience, même s'ils sont non certifiés. Est-ce qu'on a-tu essayé de faire cette distinction-là? Pour l'instant, il n'y a pas ce genre de catégorisation-là. Par contre, on sait que, justement, un employé qui va prendre de l'expérience dans un poste qui est, bon, de départ, je veux dire, effectivement, va pouvoir éventuellement avoir des dossiers qui sont de plus en plus complexes. On peut même penser que ces gens-là pourraient être éventuellement intéressés par le domaine et décider de faire leur cours d'expert en sinistre. Donc, ça serait favorable pour la main-d'œuvre. Il n'y a aucun crédit là, qui leur est donné pour leur nombre d'heures d'expérience s'ils vont faire la certification? Il n'y a pas de mécanisme, je pense, qui est en place présentement pour ça. Ça pourrait être une bonne idée. Je veux vous amener sur le double encadrement, comme vous mentionniez là, tout à l'heure. Votre vision du meilleur système, ce serait quoi? Comme on l'a mentionné, pour nous, d'avoir un guichet unique comme celui qui était proposé avec le projet de loi 141 en 2018, pour nous répondait aux exigences de protection du consommateur, mais en même temps offrait une meilleure cohérence et donc, pour nous, éliminer ce double encadrement, c'est-à-dire que c'est un organisme, même si à travers, à l'interne, ils avaient plusieurs divisions, qui traite une plainte, qu'elle concerne un certifié ou bien l'assureur lui-même ou les deux. Comment voyez-vous la proposition actuelle qui, donc, a le double encadrement, là, selon vous? Quel genre d'amendement apporteriez-vous pour garder le cadre de la double encadrement, mais d'avoir peut-être un rôle de superviseur versus pas superviseur? Je sais pas, je discute là, avec vous pour voir qu'est-ce que vous pourriez voir à l'intérieur même du projet de loi qui pourrait être amélioré pour en arriver plus proche à en fait, je pense que
Je veux dire, ultimement, ce qu'on avait proposé au moment du PL 141, bon, on comprend que c'est pas ça qui est proposé présentement. On appuie la proposition du gouvernement relativement au nouveau, je veux dire, à ce nouveau modèle-là où l'autorité a une plus grande possibilité de superviser les activités et la mission là, de la Chambre. Donc, on fait confiance, en fait, à la suite des choses. Ce qu'on soulève, c'est peut-être pour la suite des choses, justement, porter attention à aux enjeux qu'on a identifiés au niveau du double encadrement. On pense par ailleurs que ce qui est proposé permettra certainement d'aplanir les difficultés qu'on a identifiées. Donc, de façon générale, on n'a pas de modifications particulières à proposer. On attend la suite des choses là, et on a confiance en ce que l'autorité va bien faire les choses de ce côté-là. Peut-être une petite dernière question. Dans la structure actuelle, avant le projet de loi, il y a 2 chambres. Il y a un nombre de plaintes qui est reçu à gauche, un nombre de plaintes qui est reçu à droite. On peut comprendre que l'objectif ici, c'est que la nouvelle entité va être capable de digérer toutes les plaintes là, de façon optimale. Mais la question que je me pose, selon vous, voyez-vous une façon de faire dans ce qui est proposé, une économie d'échelle dans les procédures pour faire en sorte que la productivité de chacun ou chacune des personnes responsables d'analyser les plaintes soit augmentée? Voyez-vous des outils qui sont proposés par le gouvernement pour améliorer la productivité? Je pense que de façon générale, ce qui est proposé, effectivement, de fusionner les 2 chambres, ça amène à quelque chose qui est plus efficient, efficace. Donc, c'est pour ça qu'on appuie ça. Je pense qu'il y a des choses, comme on l'a entendu plus tôt ce matin, qui sont à déterminer dans les 9 mois là, qui sont prévus pour cette mise à niveau-là. Donc, je pense qu'on n'a pas rien à proposer particulièrement maintenant. On pense qu'effectivement, ça va être important parce que c'est vrai que l'assurance de dommages puis l'assurance au niveau de la sécurité financière, c'est assez différent comme domaine. Donc, ça va être très important de garder les expertises de chaque côté. Puis après, de mettre en commun certains éléments plus administratifs vont certainement permettre une meilleure efficacité de façon générale. Puis le côté, justement, qui est administratif de la chose, selon vous, dans le quotidien, ça représentait quoi pour un dossier standard? C'est difficile à dire, je ne sais pas, Pierre. Oui, bien, c'est certain que nous, à ce niveau-là, on représente les assureurs eux-mêmes. Donc, le détail des procédures qui visent les certifiés, on a moins étudié cet aspect-là. Donc, nos membres étaient favorables aux propositions du gouvernement. Dans ce sens-là, on ne s'est pas nécessairement attardé à ce genre de détails-là. OK, c'est beau. J'essayais juste de voir au niveau de la résultante du projet de loi, au niveau de l'efficacité en tant que telle versus ce que vous proposiez tout à l'heure, c'est-à-dire de financer le projet de loi de 2018, qui là, aurait eu probablement peut-être plus d'efficacité administrative de votre perspective à vous, évidemment. Quels seraient les gains potentiels qui pourraient être faits au niveau opérationnel, au niveau des chambres? Mais je vois que c'est pas... vous êtes pas penché sur ce point de vue-là, évidemment. D'accord. Pour moi, Monsieur le Président, ça m'a fait mes questions. Très bien. Merci, chers collègues. Alors, merci à vous, Madame, Messieurs, de votre présence parmi nous cet avant-midi. Sur ce, nous allons suspendre nos travaux et nous nous retrouvons après les affaires courantes.